Voilà, donc le second cas clinique est consacré aux problèmes de surface oculaire et de glaucome. Donc on va commencer par la présentation d'un petit cas clinique. Emmanuel ? Voilà, donc il s'agit d'une patiente de 63 ans qui vient nous consulter pour un second avis puisqu'un glaucome lui a été diagnostiqué et qu'elle voudrait en savoir plus. Dans ses antécédents, on ne note rien de particulier si ce n'est qu'elle a un syndrome de Raynaud et qu'elle est myope, de -6. Elle a une acuité visuelle très correcte, une tension qui n'a jamais dépassé 20-21 mm de mercure avec une cornée un peu fine au centre, 480 microns. Son angle est ouvert, pigmenté normalement. Et vous voyez ici donc ses papilles excavées de chaque côté. L'OCT nous montre une perte en fibre un peu plus marquée au niveau de l'œil droit que de l'œil gauche. Il existe des déficits périmétriques correspondants. Quand on l'interroge, elle se plaint. Elle signale un inconfort oculaire, des brûlures, des picotements plutôt en fin de journée. Et l'examen de ces annexes montre une blépharite avec mébomite, une hyperémie conjonctivale assez importante, un break-up time à 4 secondes, une kératite inférieure assez dense. Donc la question qui se pose est la suivante. Qu'allons-nous faire ? La surveiller simplement, instaurer un bêta-bloquant avec chlorure de mazalconium et traiter la surface oculaire, instaurer un bêta-bloquant sans chlorure de mazalconium tout en traitant la surface oculaire, une prostaglandine conservée avec un traitement de la surface oculaire, une prostaglandine sans chlorure de mazalconium et le traitement de la surface oculaire, une trabéculoplastie au laser ou une chirurgie filtrante. Et je laisse la parole à Emmanuel qui va nous parler des problèmes de surface oculaire et glaucome lorsque les problèmes de pathologie de la surface oculaire précèdent la mise en route d'un traitement antiglaucomateux. Merci Pascal. Alors pourquoi s'intéresser à la surface oculaire des patients glaucomateux avant traitement ? Et les études observationnelles nous ont bien montré une prévalence accrue des pathologies de la surface oculaire chez les patients glaucomateux traités au long cours, avec une atteinte asymptomatique dans 70 à 80% des cas, et près de la moitié des patients qui présentent une atteinte déjà avérée de la surface oculaire de type modéré, avec une atteinte plus sévère pouvant aller jusqu'à la fibrose conjonctivale chez près de 5 à 10% des patients. Or, ces mêmes études observationnelles, ainsi que les études prospectives et des études de substitution, nous ont bien montré le rôle du conservateur, et en particulier du chlorure de mazalconium, dans cette augmentation de la prévalence des pathologies de la surface oculaire chez les patients traités. Le BAC étant responsable, et ça a bien été montré, in vitro, ex vivo et in vivo, d'une stimulation directe des cellules inflammatoires de la surface oculaire, de modification du film lacrymal, avec une action détergente, et des effets cytotoxiques sur les cellules épithéliales, mais aussi les mucocytes, qui sont impliqués dans l'homéostasie de la surface oculaire et dans l'évacuation de l'humeur aqueuse des bulles de filtration. Or, ces pathologies de la surface oculaire liées aux conservateurs peuvent entraîner des problèmes de tolérance qui peut également être affectée par les principes actifs des collyres, et ceci a un impact sur l'observance thérapeutique et sur la progression du glaucome. D'où l'importance pour nous, ophtalmologistes, d'essayer, au moment de l'initiation thérapeutique, comme c'est le cas chez cette patiente, d'avoir le meilleur équilibre possible entre l'efficacité et la tolérance du traitement qui va être instauré. Or, l'œil sec touche, dans nos pays occidentaux, à peu près 15% de la population de plus de 65 ans. C'est le deuxième motif de consultation après les lunettes en ophtalmologie. Et donc on peut considérer, comme le montre cette étude récente, l'étude Gall, que 15% de nos patients glaucomateux sont à risque de présenter une pathologie de la surface oculaire avant tout traitement, avec 15% d'œil sec et un petit peu moins, 7 à 8% de patients présentant un dysfonctionnement mébomien. Et ce sont ces patients-là qu'il va falloir essayer de repérer afin de mieux les prendre en charge. Quelles pathologies sont à identifier ? La sécheresse oculaire par hyposécrétion ou dans le cadre de dysfonctionnement mébomien avec hyperévaporation, instabilité lacrymale, plus ou moins associée à une pathologie cutanée type rosacée, et l'allergie bien sûr. Alors comment diagnostiquer ces patients ? Comment les repérer ? L'interrogatoire reste essentiel à la recherche de symptômes d'œil sec et éventuellement pour éviter la sévérité fonctionnelle, et la recherche de facteurs favorisants, facteurs endogènes, l'âge, les facteurs hormonaux, une prépondérance féminine, les pathologies systémiques, la recherche de connectivite pour être associée à un syndrome de Gouge-Rojogren, les causes locales, rosacée, trachome, dystrophie cornéenne, et puis tous les facteurs exogènes que vous connaissez, les facteurs de l'environnement, le port de lentilles de contact, et puis la iatrogénie à la fois systémique et locale avec les conservateurs, les antécédents de chirurgie en particulier réfractive.
L'examen clinique comportera un examen des paupières et des glandes de Meibomius, à la recherche d'un dysfonctionnement des glandes de Meibomius, mais aussi d'une éventuelle lagophtalmie, de troubles de la statique palpébrale, d'un eczéma de contact, etc. Et ensuite, on pourra procéder à la coloration de la surface oculaire, la fluorescéine permettant, comme le verre de l'hysamine, d'obtenir une fixation cornéo-conjonctivale et éventuellement de quantifier cette atteinte avec le score d'Oxford. Cette même goutte de fluorescéine va permettre d'évaluer la stabilité du film lacrymal, on va en reparler, et éventuellement, si on a un doute sur une hyposécrétion, on pourra s'aider d'un test de Schirmer. D'autres outils sont à notre disposition pour explorer les pathologies de la surface oculaire, dans le cadre de pathologies complexes ou en recherche clinique, la mesure de l'osmolarité des larmes, les empreintes conjonctivales, et des techniques d'imagerie comme la microscopie confocale, l'OCT en face, la bérométrie, etc. En pratique, chez cette patiente glaucomateuse, qui a une pathologie de la surface oculaire, comment faire le diagnostic rapidement? Bien sûr, on ne va pas forcément avoir recours à tous ces examens complémentaires qu'on n'a pas forcément à notre disposition. Eh bien, en moins d'une minute, on pourra avoir une idée de l'atteinte de la surface oculaire avec un examen des paupières et l'instillation d'une goutte de fluorescéine. Comme vous le voyez sur cette vidéo, si on instille une goutte de fluorescéine avec un volume pas trop important, en moins de 5 secondes après le clignement, on a déjà une apparition ici d'une rupture du film lacrymal qui signe une instabilité lacrymale. Alors, comment prendre en charge ces patients que l'on a repérés? C'est 15% de patients qui souffrent déjà d'une pathologie de la surface oculaire, de stratégies thérapeutiques, une stratégie de soustraction qui va consister à réduire la part médicamenteuse, à essayer d'éviter d'être iatrogène dans notre traitement, en privilégiant plutôt des traitements sans conservateur chez ces patients fragilisés. Et on y associera une stratégie d'addition pour essayer de les soulager leur souffrance, les substituts lacrymaux bien sûr, mais aussi le traitement de l'insuffisance mébomienne qui est souvent associé aux pathologies dans les problèmes d'œil sec chez nos patients, soins de paupières, cycline. Et en deuxième intention, des anti-inflammatoires locaux, les moyens mécaniques, comme les bouchons ou les lunettes à chambre humide. Les traitements oraux peuvent nous aider, et puis le traitement de l'allergie si elle est associée. Il est donc important de savoir repérer ces patients. 15% de patients souffrent déjà d'une pathologie de la surface oculaire avant tout traitement, afin d'essayer d'optimiser la tolérance, d'améliorer l'observance et éventuellement dans la perspective d'une chirurgie ultérieure afin d'essayer de minimiser les risques de fibrose post-opératoire. L'examen clinique de la surface oculaire peut être extrêmement rapide. La goutte de fluorescéine que l'on va instiller pour prendre la PIO va nous aider à explorer la surface oculaire avec le break-up time et l'examen de la fixation cornéo-conjonctivale, dans le souci d'essayer de mieux prendre en charge nos patients dès le début avec une stratégie d'addition et de soustraction. Je vous remercie. Donc juste pour notre patiente, donc, il y avait un glaucome avéré, un problème de surface oculaire. Le traitement de première intention le plus adapté était une prostaglandine sans conservateur avec le traitement de la surface oculaire, les bêta-bloquants étant à éviter compte tenu qu'elle a une maladie de Raynaud. Alors maintenant, nous allons passer au cas clinique numéro 2. Donc, il s'agit d'une patiente de 57 ans qui est également adressée pour avis. Elle présente les antécédents familiaux de glaucome, une hypertension artérielle traitée. Son glaucome a été diagnostiqué il y a 4 ans, c'est un glaucome chronique à angle ouvert. Sa pression sans traitement a été évaluée entre 18, il y a une erreur dans la diapo, et 20 mm de mercure. Elle a essayé différents traitements. Elle s'est avérée intolérante à l'azote, qui lui entraînait des vertiges. Et depuis 7 mois, elle instille du Ganfor et de l'Alphagan, et plus des agents mouillants, Nutrivisc et Liposic, car elle se plaint de brûlures oculaires et de démangeaisons récentes. L'examen clinique retrouve une rosacée cutanée, des télangiectasies palpébrales, une hyperémie conjonctivale et une conjonctivite papillaire. Le break-up time est à 3 secondes et elle présente une kératite dense majorée dans le cadran nasal inférieur. Sa vision est de 10 dixièmes, sa pression à 15-14 sous traitement, donc Ganfor-Alphagan, sa cornée d'épaisseur normale au centre, son angle ouvert normalement pigmenté. Quelle conduite vous paraît la plus adaptée à cette patiente? Rajouter un anti-allergique, rajouter un lubrifiant, supprimer la brimonidine, instaurer un traitement sans conservateur, hypotenseur oculaire et un traitement de la surface oculaire, conserver le traitement actuel et faire une trabéculoplastie au laser, ou encore conserver le traitement actuel et programmer une chirurgie filtrante. Et Antoine Labbé va nous donner les éléments de réponse. Bonjour à tous, merci Pascal. Juste une petite annonce personnelle pour le professeur Rouland qui doit déjà être en train de contrôler l'échelle de temps. Juste pour lui dire, l'échelle de temps ne correspond pas exactement, il y a une petite erreur dès le départ et donc j'ai à partir de maintenant à peu près 5-6 minutes. T'inquiète pas, je contrôle avec mon iPhone.
J'ai quelques conflits d'intérêts. Donc, comme vous l'avez compris, l'atteinte de la surface oculaire, c'est très fréquent chez les sujets glaucomateux. Voilà une étude qui nous rappelle qu'à peu près 2/3 des patients qui sont traités pour un glaucome ont une atteinte de la surface oculaire. Vous avez bien compris que cette atteinte peut être là avant la mise en route d'un traitement, et vous allez comprendre aussi qu'elle est là aussi à cause de ce traitement. Alors on le sait bien, ça c'est une étude multicentrique européenne qui avait montré que plus les patients sont traités, et vous voyez bien la responsabilité des traitements, plus les patients ont de traitement, plus ils ont de symptômes d'atteinte de la surface oculaire. C'était aussi montré il y a quelques années par Pierre-Jean Pizella, qui avait montré que si on analyse la fréquence des signes d'atteinte de la surface oculaire ou des symptômes, celle-ci est exactement proportionnelle au nombre de collyres instillés. Vous voyez dans cette étude, nombre de collyres instillés avec des collyres conservés. Et donc on retrouve là la notion du rôle négatif des conservateurs dans la genèse de ces atteintes de la surface oculaire. Alors, une étude française, auquel certains d'entre vous ont certainement participé, l'étude Goss, a elle aussi insisté sur la responsabilité du traitement. Vous voyez que là encore, 2/3 de patients qui présentent une atteinte de la surface oculaire, 1/3 de patients qui ont une atteinte sévère. Et si vous regardez la répartition de ces patients en fonction du nombre de traitements, plus le patient a de traitements, plus cette prévalence d'atteinte de la surface oculaire est importante et plus les pathologies sévères de la surface oculaire sont importantes. Vous voyez, monothérapie, bithérapie, trithérapie, donc plus on augmente, plus la prévalence de cette atteinte est importante. Et vous voyez, cela pointe directement la responsabilité des traitements antiglaucomateux dans la genèse de ces atteintes de la surface oculaire. Plus le glaucome est ancien, et plus la prévalence des atteintes de la surface oculaire augmente. Et on sait bien que plus le glaucome est ancien, ça veut dire que plus les traités depuis de nombreuses années, là encore, sont pointés directement les traitements. Évidemment, plus le glaucome est grave, plus l'atteinte de la surface oculaire est importante, et plus le patient est âgé, plus l'atteinte de la surface oculaire est importante. Évidemment, il y a un biais. Plus le glaucome est grave, en général, plus le patient est traité depuis longtemps. Et la même chose pour les patients âgés. Une étude récente, dont vous a déjà parlé Emmanuel, qui est l'étude Gall, a montré que certes, les patients présentent une atteinte de la surface oculaire avant qu'on initialise un traitement. Évidemment, la prévalence du glaucome, vous savez, le début de glaucome correspond là aussi souvent au début des symptômes de sécheresse oculaire. Mais vous voyez, quand on commence à traiter les patients, on multiplie presque par 3 la fréquence des atteintes de la surface oculaire, comme vous pouvez voir sur cette diapositive, que ce soit en termes de blépharite ou en termes d'œil sec. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. On peut le dire, maintenant on sait très bien que si on fait des biopsies conjonctivales, et ça avait été fait il y a un certain nombre d'années par les équipes du Moorfields, lorsqu'on met en place des traitements antiglaucomateux, on augmente, on change la population cellulaire de la surface oculaire, on augmente la présence de cellules inflammatoires, de macrophages, de fibroblastes. Et cette augmentation, ces changements sont exactement proportionnels à la durée et à la quantité des traitements antiglaucomateux utilisés. Donc vous voyez, ces symptômes cliniques qu'on vit quotidiennement en pratique clinique sont complètement expliqués par des changements tissulaires quand on analyse en biopsie conjonctivale. Si on mesure des niveaux d'expression d'inflammation au niveau de la surface oculaire, on retrouve exactement les mêmes résultats. En faisant des empreintes conjonctivales et en quantifiant un marqueur d'inflammation, on s'aperçoit que plus le patient est traité, et plus il est traité avec des traitements conservés, plus le niveau d'inflammation au niveau de la surface oculaire augmente. C'est vrai aussi lorsqu'on analyse des paramètres un peu plus novateurs, si on s'intéresse à des marqueurs de remodelage tissulaire, on s'aperçoit que là aussi, les patients, plus ils sont traités avec des conservateurs, plus le remodelage tissulaire est présent au niveau de la surface oculaire, ça veut dire plus la surface oculaire est activée, et c'est d'ailleurs ce qu'on vit lorsqu'on opère ces patients. On sait très bien que c'est des patients qui vont être plus prompts à entraîner une fibrose, à avoir une fibrose du site chirurgical, tout simplement parce qu'on va sur une surface oculaire qui est déjà activée. Et cette activation du remodelage de la surface oculaire est exactement corrélée au niveau d'inflammation et à la quantité de traitements utilisés et à la quantité de conservateurs. Si on s'intéresse à un autre paramètre, comme l'osmolarité du film lacrymal, qui est maintenant un paramètre bien considéré dans l'atteinte de la surface oculaire, on s'aperçoit que l'osmolarité augmente, et on sait que l'hyperosmolarité est le facteur négatif, exactement de manière proportionnelle à la quantité de traitements utilisés, et là encore à leur quantité de conservateurs. Et donc là, vous voyez, on pointe encore la responsabilité des traitements. Si on s'intéresse encore à ces changements tissulaires, on s'aperçoit qu'en analysant les nerfs cornéens, plus les patients sont traités, plus on a une atteinte des nerfs cornéens, et ça c'était parfaitement montré, avec une diminution de la densité des nerfs cornéens et des altérations de la sensibilité cornéenne chez ces patients glaucomateux traités. Alors face à ces patients qui ont une atteinte de la surface oculaire, et j'espère vous avoir montré la responsabilité des traitements, souvent sur des yeux qui sont préalablement susceptibles, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? La première chose, c'est d'essayer de réduire la part médicamenteuse. Vous avez bien compris que les conservateurs ont un rôle important dans cette genèse, et donc il faut utiliser au maximum des collyres
non conservés. On le sait bien, Pierre-Jean Pizella l'avait parfaitement montré. Lorsqu'on passe de traitements conservés à des traitements non conservés, on diminue les symptômes et les signes d'atteinte de la surface oculaire. Non seulement si on substitue les traitements, mais si on réduit la quantité de conservateur qui est reçue par cette surface oculaire, on diminue les symptômes et les signes cliniques. Et ça, on peut le faire en utilisant des colliers non conservés, mais aussi en utilisant des associations fixes qui permettent de réduire le nombre d'instillations et donc d'instillations de produits conservés. Comme l'avait bien montré Yves Lashkar, là aussi, l'utilisation d'associations fixes est intéressante au-delà de la réduction des conservateurs, puisqu'on sait que les effets secondaires au niveau de la surface oculaire des associations fixes sont moins importantes que les effets au niveau de la surface oculaire des associations non fixes. Probablement que l'addition d'un bêta-bloquant aux produits actifs autres, la prostaglandine, l'inhibiteur d'anhydrase carbonique, diminue les effets secondaires locaux, bien qu'on ne sache pas exactement expliquer la raison. Parfois, il faut savoir passer par un traitement Péros, et le diamox garde toute sa place afin de traiter la surface oculaire et éventuellement de réintroduire des traitements une fois que la surface oculaire est moins inflammatoire. Le dernier moyen pour réduire la part médicamenteuse responsable, c'est les moyens non pharmacologiques, et évidemment la trabeculoplastie au laser a une place. La chirurgie filtrante du glaucome, mais dans ces cas de patients avec une inflammation de la surface oculaire, comme pour les patients d'ailleurs qui ont des uvéites, il faudra prendre en charge ces facteurs de risque d'excès de cicatrisation avec évidemment l'utilisation d'antimétabolites péropératoires, mais surtout une gestion post-opératoire vraiment serrée de la bulle de filtration. Le laser et les techniques plus compliquées comme la valve gardent évidemment une place, que ce soit la cyclophotocoagulation au laser ou aux ultrasons, gardent une place dans la prise en charge de ces patients. Donc pour conclure, l'atteinte de la surface oculaire est extrêmement fréquente chez les sujets glaucomateux, comme vous l'a montré Emmanuel, parce que les patients ont des atteintes avant qu'on institue les traitements et surtout parce que les traitements entraînent une dégradation de cette surface. Il faut au maximum limiter l'utilisation des conservateurs, mais aussi savoir prendre en charge la surface oculaire et l'examiner pour finalement essayer d'alléger au maximum la composante médicamenteuse. Je vous remercie. Donc, pour revenir à notre cas clinique, cette patiente qui avait une atteinte de la surface oculaire qui préexistait au traitement et qui était aggravée sous traitement a eu donc une suppression de ces agents conservés, l'instauration d'une trithérapie sans chlorure de benzalkonium, un traitement de sa surface oculaire. Vous voyez que ça a été très efficace pour améliorer ses symptômes et l'état de sa surface oculaire. La tension, par contre, n'était peut-être pas tout à fait aussi bien contrôlée. Elle a bénéficié d'une trabeculoplastie sélective au laser qui a permis, en conservant ce traitement non conservé, d'abaisser la tension oculaire. Donc on retiendra que le traitement médical du glaucome peut induire ou aggraver une pathologie de la surface oculaire, surtout avec des collyres qui contiennent du chlorure de benzalkonium, si les instillations sont multiples et prolongées. Il faudra systématiquement rechercher chez tout patient glaucomateux un problème de surface oculaire avant de commencer un traitement et tout au long du suivi. Et si un patient glaucomateux présente un problème de surface oculaire, pensez à traiter la surface oculaire, c'est les stratégies d'addition. Pensez également à réduire la part médicamenteuse, c'est la stratégie de soustraction, en utilisant des collyres non conservés, en privilégiant des associations fixes et en pensant aussi aux thérapeutiques alternatives, chirurgie micro-invasive ou les chirurgies filtrantes et les trabéculoplasties bien sûr.